Bonjour à toutes, bonjour à tous. La semaine dernière, on avait commencé à s'intéresser au gouvernement et la manière de financer le gouvernement, donc de partir, de s'éloigner un peu de qu'est-ce qu'on doit faire, mais aussi comment on peut le faire, comment c'est possible pour une société d'agir sur de mettre en œuvre, disons, ces décisions ou ces préférences politiques. La semaine dernière, on a parlé de financer tout ça. Et aujourd'hui, je voulais revenir sur la question qu'on avait abordée en fin de cycle l'an dernier, qui est celle de l'environnement et du changement climatique, pour parler de l'économie politique du changement climatique. D'abord parce que c'est important, et d'autre part parce que c'est vraiment un sujet où la dimension politique affleure immédiatement dès qu'on commence à en parler, et donc un bon sujet pour discuter de comment ces questions sont résolues à l'intérieur d'une société. Alors pour nous accompagner aujourd'hui, Tumpa, une petite fille qui sauve les arbres. On va revenir sur ce qu'elle fait. Alors évidemment, il y a une question d'urgence. Le changement climatique demande des actions urgentes, et en même temps, on voit aussi que devant ces actions urgentes, dont tout le monde maintenant reconnaît, il y a peu de gens, en particulier en France par exemple, très peu de gens qui ne croient pas à la réalité du changement climatique, à la réalité qu'il est causé par les humains, et qui donc il faudrait faire quelque chose pour changer notre comportement. Mais malgré cela, il y a de l'inaction. Alors voyons un petit peu remémorons-nous un petit peu cette urgence et cette inaction. Pour illustrer l'urgence, un graphique que vous avez peut-être vu, qui est devenu un peu le graphique iconique du GIEC, qui illustre ce qui s'est déjà passé pour le réchauffement de la planète et ce qui se passera dans les années à venir selon les différents scénarios dans lesquels on pourrait se trouver en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est ce qu'on appelle une heat map. Alors, c'est une heat map de la chaleur, c'est-à-dire qui est utilisée dans beaucoup des cartes que je vous ai montrées au fil de nos leçons, qui utilise un codage graphique qui va du plus bleu pour les années les plus fraîches, qu'on fait donc démarrer en 1850-1900, jusqu'au rouge le plus vif, enfin le plus cramoisi pour les années les plus chaudes, qui correspond donc à un réchauffement de 4 degrés par rapport à la moyenne des années 1850-1900. Et ce graphique a tendance à marquer les esprits. Si vous ne l'avez pas vu, et si vous pouvez vous rappeler une chose de tout ce cours, probablement ce graphique sera une bonne chose, puisque ça illustre comme ça de façon très très nette le réchauffement qui a déjà eu lieu entre 1900 et 2020, où on passe de plus en plus vers l'orange puis le rouge. Et bien sûr, donc chaque année a une couleur en fonction de sa température par rapport à la moyenne de 1850-1900. Donc les années bleues ne sont pas plus chaudes ou peut-être plus fraîches. Plus elles sont rouges, plus elles sont plus chaudes. Et donc on voit qu'elles sont de plus en plus dans l'orange déjà. Donc le réchauffement de la planète, il a déjà eu lieu. Et évidemment, ce continuera, mais ce continuera de manière différente selon ce que nous décidons. Donc si un enfant naît en 2020, il aura 70 ans en 2090, et on peut voir, selon le niveau d'émission, de très forte à très faible, la chaleur auquel il pourra s'attendre. Donc pour les années qui nous paraissent aujourd'hui les plus chaudes, feront partie des plus froides dans 40 ans, en quelque sorte, quoi qu'on fasse, mais certainement si on continue à agir avec nos comportements habituels. Donc cette planète donc se réchauffe vite. Ce réchauffement a des conséquences immédiates, en particulier pour les pays qui nous occupent aujourd'hui. On ne va pas rentrer dans les détails de comment cette carte a été établie, parce qu'on en a déjà parlé l'année dernière dans notre leçon sur le changement climatique, mais à nouveau une heat map. Mais cette fois, ce qu'on a ici, c'est le nombre de morts additionnels pour 100 000 personnes si on continue sur le scénario des émissions sur lequel on est aujourd'hui.
Et donc plus la carte est rouge, plus il y aura de morts additionnelles. Donc on voit beaucoup de morts additionnelles, en particulier dans les pays pauvres, qui sont dans des endroits où il fait déjà chaud et qui sont moins à même de se protéger contre les changements climatiques. Donc on voit par exemple en rouge très vif toute la région du Sahel en Afrique, le Pakistan, le nord de l'Inde, et en bleu nos pays à nous. De quoi on parle en termes de quantité? On parle d'une augmentation moyenne pour la Terre avec le schéma, disons, rien ne change, de 73 de morts de plus pour 100 000 habitants. Ça pourrait pas paraître tant que ça, 73 pour 100 000, mais c'est plus que toutes les maladies infectieuses combinées aujourd'hui. Pour vous donner une idée, si on rajoute toutes les maladies infectieuses, la tuberculose, le sida, le syndrome... toutes les autres maladies infectieuses, on arrive à moins de morts additionnelles que ceux qui seront dus simplement à l'augmentation des températures. Par ailleurs, ces morts n'auront lieu que dans les pays les plus pauvres, donc c'est des morts en plus dans les pays qui nous préoccupent aujourd'hui dans ce cours. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on peut faire des progrès, même si la planète se réchauffe. Le fait qu'elle se réchauffe moins, ça aura des conséquences immédiates sur la température, parce que l'effet des températures sur les morts n'est pas du tout linéaire. Elle est beaucoup plus forte pour les augmentations de température qui se produisent au-delà d'un certain seuil. Donc rien que de passer d'un scénario, disons, le scénario « on ne change rien de plus », qu'au scénario moindre, disons, du RCP 8.5 au RCP 4.5, on élimine quasiment tous ces morts. Donc on peut faire quelque chose, pas forcément certainement pas pour repartir en arrière, pas forcément même pour ne pas continuer à avoir du réchauffement, comme on l'a vu sur le graphique précédent, mais pour peut-être éviter certaines des conséquences les plus terribles. Mais ça ne peut se faire, donc, par exemple, passer de 1,5 degré ou à 2 degrés, ça ne peut se faire que si on décide si on agit aujourd'hui très rapidement. Donc, par rapport aux politiques qui ont lieu aujourd'hui, les politiques qui ont déjà été, sur lesquelles on s'est déjà mis d'accord, on est donc c'est encore un graphique du GIEC, on est dans leur dernier rapport de 2023. Si on ne fait rien de plus que ce qu'on fait aujourd'hui, on est dans une trajectoire, dans la trajectoire rouge, donc où il y a on continue à augmenter le réchauffement. Pour limiter les émissions à 2 degrés ou à 1,5 degré, il faudrait immédiatement émettre beaucoup moins que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ça, c'est d'après les calculs du GIEC. Pour arriver très rapidement, d'ici 2080, à net zéro pour l'ensemble de la planète, ce qui est évidemment difficile à imaginer. Enfin, il faudrait agir aujourd'hui. Donc, ça, c'est l'urgence de faire quelque chose. Mais malheureusement, l'action, elle est très limitée jusqu'à maintenant. C'est pas qu'il n'y a rien de se fait, mais enfin, on a quand même globalement, toujours selon le GIEC, une augmentation de l'émission de gaz à effet de serre dans tous les groupes, que ce soit le fluor, le CO2 émis par l'industrie pétrolière et l'industrie en général, le CO2 qui vient de la déforestation, etc. Tout ça va dans une trajectoire positive, alors que ce qu'il nous faudrait, c'est une trajectoire négative. Donc ça, c'est disons, urgence et inaction pour ce qui concerne le réchauffement de notre planète et les émissions de gaz à effet de serre. Autre sujet, disons, où on voit à la fois de l'urgence et de l'inaction, c'est la pollution, en particulier la concentration de l'air en particules fines, de taille de 2,5 microns ou moins, ou de 10 microns ou moins. Donc cette carte sur la qualité de l'air qui est produite par le laboratoire EPIC à l'Université de Chicago nous montre la concentration de particules très fines
et voit une très forte concentration de particules très fines, en particulier dans des pays très pauvres, en Amérique latine, en Afrique et bien sûr en Inde et au Pakistan, qui sont certains des endroits les plus pollués du monde. Ces émissions sont extrêmement mortifères. Les particules les plus fines, de moins de 2,5 microns de diamètre, vont partout, dans nos poumons, dans notre cerveau même, et conduisent à des mortalités précoces qui ont été estimées. Et si on les combine avec le gain de passer de là où on en est aujourd'hui là aux recommandations de l'OMS, ça nous donnerait à nouveau une heatmap d'augmentation d'espérance de vie dans les régions les pires, à plus de 6 années d'espérance de vie, en plus à contrôler la pollution. Donc là aussi, il y a un gain vraiment immédiat, il y aurait un gain immédiat à contrôler la pollution. Et là, ce n'est pas dans le futur, hein, c'est vraiment tout de suite. Gain qui serait particulièrement, je ne sais pas pourquoi il ne marche plus lui. Gain qui serait particulièrement important dans des endroits très pollués, comme le Bangladesh et l'Inde par exemple, où au Bangladesh on aurait une augmentation de la durée de vie en moyenne de presque 7 ans, en Inde de 6 ans, et gain qui nous donnerait dans certains pays extrêmement peuplés. Donc, par exemple, un des pays où il y aurait le plus d'augmentation de la vie, c'est l'Inde, qui est en deuxième d'augmentation de durée de vie en termes de pollution, et c'est aussi le deuxième pays le plus peuplé au monde. Donc rien que contrôler la pollution en Inde sauverait des centaines de milliers d'années de vie pour le monde, et en particulier en Inde. Donc il y a des gains là absolument immédiats à réaliser, des gains qui sont importants, puisque si on compare les morts dues à la pollution, donc aujourd'hui, à d'autres sources de décès, on voit que la pollution est un facteur important. Par exemple, dans la République démocratique du Congo, on imaginerait d'abord d'autres dangers, comme le sida par exemple, ou les eaux insalubres, le paludisme. On voit en fait que la pollution tue plus de monde que toutes ces maladies-là, tous ces types de maladies individuellement, et peut-être même réunis. Ce n'est pas vrai dans tous ces pays d'Afrique, mais on voit que c'est important. Donc c'est la première cause de diminution de la durée de vie au Cameroun, au Congo, et c'est important dans les autres pays aussi, même en comparaison avec les sujets sur lesquels on passe beaucoup plus de temps à se préoccuper, à juste titre, de vaccination et de choses comme ça. Donc là, à nouveau, des gains immédiats à réaliser. Alors, est-ce que c'est facile? On dit oui, c'est très bien. Hein, si on arrivait à réduire si on arrivait à améliorer la qualité de l'air, ce serait une bonne chose. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que la politique a des leviers là-dessus? Alors, simplement à un niveau très macro et descriptif, on peut comparer ce qui s'est passé en Chine et en Inde dans les dernières années. En 2014, la Chine a déclaré la guerre à la pollution. On va en parler un petit peu plus sur comment cette guerre s'est déclinée. Mais enfin, il y a eu une série d'actions contre la pollution qui ont été mises en place en Chine, où avant, les villes étaient les plus polluées. Avant la guerre de la pollution, on voit les augmentations d'émissions en Chine qui augmentent. En Chine, c'est le gris. Et à partir de le chiffre moyen pour la Chine, c'est en gris. Et à partir de là, un déclin fort qu'on voit donc dans différentes régions de la Chine dès que la décision de la guerre contre la pollution a été lancée. En comparaison, en Inde, il n'y a pas eu d'annonce de guerre contre la pollution. Ils essayent de faire des choses, on va en parler un petit peu plus aujourd'hui, enfin peut-être avec un peu moins d'énergie, et on ne voit aucune différence. Donc simplement à ce niveau, disons, première photo,
il semble qu'il y a quand même de la marge pour l'action en ce qui concerne la pollution. Donc voilà deux exemples, les émissions de gaz à effet de serre et où le monde semble continuer à avancer sans faire vraiment de différence alors qu'il faudrait agir fort et agir vite. Et tout le monde le sait maintenant, je pense qu'il y a beaucoup moins d'ignorance sur ce sujet, mais c'est quand même difficile. Et en Inde, où c'est absolument évident, il suffit de sortir dans la rue à Delhi pour voir que ce n'est pas possible de respirer dans cet air-là. Et là, à nouveau, pas de progrès dans les dernières années. Donc pourquoi est-ce que c'est si difficile ? Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'intervenir sur l'environnement ? Pourquoi à la fois la communauté internationale n'arrive pas à vraiment s'attaquer à ce problème de manière décisive et pourquoi à l'intérieur d'un pays, comme l'Inde par exemple, ils ont du mal aussi ? C'est difficile parce qu'en fait, il s'agit, presque toutes les décisions qui impliquent l'environnement impliquent des biens publics, que ce soit des biens publics locaux pour un village ou des biens publics nationaux ou des biens publics mondiaux, aux dépens d'intérêts privés qui se sentent potentiellement lésés par l'action qui est nécessaire. Donc, dans le livre de Toompa, paradoxalement, ils ont trop chaud. C'est l'effet du réchauffement de la planète, c'est pas de leur faute. Mais du coup, ils ont besoin de faire quelque chose, ils n'arrivent plus à cultiver. Donc ils se disent, eh bien, coupons les arbres, on va couper les arbres et les vendre, ça nous fera au moins de l'argent pour survivre. Donc ils décident de faire ça. Mais il y a la petite Toompa qui entend cette conversation, et elle décide qu'elle va faire quelque chose. Et elle va voir une vieille dame du village qui lui parle d'un mouvement qui a eu lieu dans l'histoire, qui a eu lieu en réalité. C'est peut-être pas celui dont la grand-mère parle, puisque ce n'est pas vraiment géographiquement placé, mais qui a existé en réalité en Inde, où des femmes se sont attachées aux arbres, bien avant les hippies des années 60, si vous vous souvenez d'eux, pour empêcher qu'ils soient coupés. Et donc, elle décide qu'elle va faire ça. Elle se met contre l'arbre. Le bûcheron arrive, il essaye de couper l'arbre. Et elle lui dit, ils sont là depuis toujours, ils vivent, ils parlent, ils nous offrent leur ombre, on ne peut pas faire ça. Donc, elle exprime en quelque sorte sa vision de ce qu'est le bien public, la protection de la nature. Le bûcheron finit par... il ne sait pas quoi faire. Puis il y a des enfants qui viennent, puis après il y a plus d'adultes qui viennent, donc finalement ils repartent. Donc peut-être dans la plupart des livres pour enfants, ce serait arrêté là, voilà, c'est la victoire du bien des arbres contre les bûcherons. Mais ce qu'on voulait illustrer, c'est le fait que ce n'est pas si simple, parce qu'il reste ce conflit quand même. Il y a une raison pour laquelle ils voulaient couper les arbres, c'est parce qu'ils n'ont pas de quoi survivre cette année. Donc du coup, il dit, c'est bien gentil ça, mais l'argent, ça ne pousse pas aussi facilement que les arbres, donc le conflit en fait reste. Je ne vais pas vous dire tout de suite comment le conflit est réglé, on y reviendra. Mais c'est le premier conflit entre, disons, le bien collectif, l'avenir, enfin, le passé et l'avenir, la protection de la nature. À un moment, la grand-mère parle des ombres, de l'ombre que les arbres donnaient, etc., versus les nécessités économiques immédiates, évidemment plus fortes pour certaines personnes que d'autres dans le village. Autre conflit qu'on voit ailleurs dans un autre livre, celui de Sélénie, dont on a parlé l'année dernière, c'est les conflits sur l'eau, où le fermier irrigue ses champs, et il irrigue tellement ses champs que la nappe phréatique baisse. De nouveau, ça décrit une réalité, ça décrit une vraie situation dans beaucoup d'environnements. Et donc, du coup, arrêtez de creuser des puits, vous allez tous nous assécher. Donc, c'est le conflit entre les tonnes d'eau dont il a besoin pour faire pousser son riz et la nécessité de boire l'eau potable pour tout le monde. Alors, évidemment, c'est des conflits qui ne nous échappent pas. On a les mêmes conflits chez nous. Entre ceux qui veulent irriguer leurs champs
en particulier d'ailleurs les fermiers les plus importants, qui sont ceux qui auront accès aux méga-bassines, un peu comme lui, puisque c'est le plus gros fermier du village. C'est lui qui a l'équipement, c'est lui qui a plus d'espace, donc il profite plus de cette eau. De la même manière, les méga-bassines sont à la fois un conflit de distribution et un conflit d'environnement. Donc on a des gens qui veulent irriguer leurs champs et d'autres qui pensent que c'est pas bon pour l'environnement. J'aime bien le slogan, c'est pour ça que j'ai choisi cette photo-là. Encore plus récemment, évidemment, on a assisté à ce conflit presque directement devant nos yeux en France aussi, où les agriculteurs disaient que se sentent, disons, attaqués par les revendications écologiques, à la fois celles qui sont exprimées par les ONG ou celles qui sont exprimées par la réglementation européenne ou la réglementation française qui l'est plus. Donc là, à nouveau, cette première du monde, sortie de crise aux frais de l'écologie, donc c'est le conflit agriculture-environnement, sortie de crise aux frais de l'environnement, ça fait référence en particulier à l'obligation de jachère qui a été supprimée et à la réglementation éco-phyto qui a été mise en pause, où donc l'idée c'est que la réglementation éco-phyto empêche les fermiers de produire autant qu'ils voudraient et en même temps ne pas avoir de réglementation, c'est pas bon pour le futur, peut-être même pour le futur des fermiers d'ailleurs. Donc on a ce conflit qui s'exprime. Alors si on peut penser un petit peu plus directement à ce conflit, qu'est-ce que c'est la nature profonde du conflit? C'est que l'environnement est un bien public mondial, même si on parle du réchauffement de la planète, que l'intérêt individuel est donc en conflit avec l'intérêt politique dans beaucoup de circonstances. On aimerait faire individuellement, on aimerait faire quelque chose de différent. Par exemple, si on est fermier, on a besoin d'eau, ou on voudrait aller au plus vite pour se débarrasser des pestes, etc. Et donc, il y a toujours ce conflit entre le collectif et l'individuel, et donc difficile d'adopter les bons comportements et également de les faire respecter. Donc c'est un des concepts les plus anciens en économie et en économie politique. Tu as Hardin, l'idée de la tragédie des communs, qui est que le champ qui est au milieu du village, où tout le monde va amener sa vache pour faire paisser, on a tendance à la faire trop manger, et puis ça finit par détruire le commun. Donc c'est un concept qui est évidemment connu depuis longtemps. Jared Diamond l'a illustré dans les potentiels extrêmes de la tragédie des communs dans le cas de l'île de Pâques. L'île de Pâques qui a ses statues mystérieuses, où il explique que finalement les différents chefs des peuples qui habitaient sur l'île de Pâques se sont laissés emporter comme ça dans cette exploitation extrême de l'environnement, couper les arbres, etc., pour se construire les statues, pour le prestige individuel. Alors il se trouve que c'était particulièrement triste, que c'était juste une question de compétition entre eux, parce que forcément il n'y a pas de fin à on ne peut pas s'arrêter à un moment, puisqu'on veut toujours être au-dessus de l'autre, qui a fini par, d'après lui, détruire l'île de Pâques. Donc c'est une illustration assez frappante de la tragédie des communs. Ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation, c'est qu'il y a des travaux récents qui contestent cette explication de ce qui est arrivé aux habitants de l'île de Pâques, en disant, mais en fait, il y avait encore des tas de gens sur l'île de Pâques à l'arrivée des Européens, alors qu'avant, on pensait que la civilisation s'était éteinte avant l'arrivée des Européens, que les Européens sont arrivés et ont vu ces statues et on se demandait ce que c'était. Donc là, il y a des travaux d'archéologie récentes qui montrent qu'en fait, il y avait des gens encore sur l'île de Pâques à l'arrivée des Européens. Et donc, une possibilité, ce serait qu'il ne soit pas du tout une tragédie des communs, mais plutôt quelque chose de plus habituel,
j'allais dire plus commun, à l'invasion en Amérique latine, où les Européens ont emmené avec eux des maladies qui n'étaient pas habituelles, contre lesquelles les gens n'étaient pas immunisés, comme ça s'est passé dans d'autres régions d'Amérique du Sud à l'arrivée des Espagnols. Donc, point d'interrogation. Est-ce que les habitants de Rapa Nui se sont éteints? Est-ce que la civilisation a affaissé sur elle-même à cause d'une tragédie du coma ou pas? Mais en tout cas, c'est une bonne illustration, même si c'est un conte, de cette idée qu'on peut aller jusqu'à la destruction d'une civilisation en poursuivant ses avantages individuels aux dépens de l'environnement collectif. Alors du coup, dès qu'il y a une tragédie des communs, il ne peut pas y avoir de solution hors du politique, que ce soit le politique national ou le politique le plus local. Donc on peut immédiatement imaginer, on peut immédiatement en conclure qu'il va y avoir un rôle important de la volonté politique et de la possibilité d'un accord collectif, que ce soit au niveau international, au niveau national ou au niveau le plus local. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui logiquement sont vraies et qu'on ne voit pas forcément dans les données. Donc commençons par voir quelques démonstrations du fait qu'effectivement la politique joue un rôle. Alors un exemple pour ce qui est de la politique nationale et de la volonté politique au niveau national, c'est l'Amazonie. Donc la forêt amazonienne est un exemple important, puisque la forêt amazonienne est la plus grande du monde. Sur sa surface, elle est plus grande que l'Union européenne. Elle s'étale sur plusieurs pays, dont 60% au Brésil. Entre 2000 et 2020, un autre signe de son importance, 55% de la perte des forêts dans le monde, la déforestation dans le monde venait de la forêt amazonienne, et en particulier du Brésil. Et donc jusqu'en 2005, il n'y avait pas vraiment d'effort de contrôler la déforestation au Brésil. Les pénalités étaient faibles si les gens étaient attrapés à brûler ou à faire de la déforestation. Puis il y a eu des progrès, puis il y a eu un retour en arrière avec l'arrivée de Jair Bolsonaro, et le président Lula a promis de faire beaucoup mieux et d'arrêter la déforestation et de repartir en arrière dessus. Donc on voit que c'est un sujet politique au niveau national, d'abord ignoré, puis pris en charge, puis maintenant un sujet de conflit direct. Donc du coup, on peut se dire, est-ce qu'on pourrait comparer le Brésil avec d'autres pays frontaliers? Donc voilà la frontière entre le Brésil et la Bolivie. Ce n'est pas une frontière très difficile à franchir. C'est une frontière assez limitée, mais enfin c'est quand même une frontière, donc on peut se dire que les politiques sont différentes d'un côté et de l'autre. Et ça se voit dans la carte. Voilà la frontière entre le Brésil et la Bolivie. Cette fois, il y a un cours d'eau. Donc la Bolivie est toute verte et le Brésil est vert plus clair. Donc on voit presque graphiquement immédiatement l'impact des différences de politique nationale et le fait que le Brésil, pendant des années et des années, ne s'est pas du tout préoccupé de l'Amazonie. On peut le voir aussi par photo satellite. Donc en haut, le Brésil, en bas, la Bolivie, toute verte. Et ces photos satellites, on peut ensuite les coder sous forme de pixels. Donc là, voilà une carte satellite comparant avec le Brésil et la Bolivie. Et on va mettre le petit carreau là, on zoome dessus, où on voit d'un côté donc la Bolivie toute verte, et puis le Brésil. Donc, c'est un travail de Ben Holken et Robin Burgess va comparer la couverture forestière repérée par justement ces photos satellitaires. Donc, il y a des photos, on les analyse, on peut voir est-ce que c'est un pixel qui est vert ou c'est un pixel qui est vert clair ou gris, juste de part et d'autre de la frontière Brésil-Bolivie. Donc, on peut le faire en 2000, où il y a eu des années de déforestation par le passé,
Et puis après, on peut le faire au cours du temps, en voyant si ça s'est amélioré pendant les périodes où ils essayaient de faire quelque chose, puis réempirer pendant la période Bolsonaro, puis on n'a pas encore les effets de Lula, mais ce sera dans 5 ou 10 ans. Donc voilà où on en était en 2000. En rouge, vous avez la frontière, c'est-à-dire l'éloignement d'un pixel particulier avec la frontière Brésil-Bolivie. Et sur la gauche, c'est la Bolivie, donc. Sur la droite, c'est le Brésil. Et donc, sur le rouge, c'est quand on passe la frontière. Donc, on passe la frontière, il n'y a pas vraiment tellement d'autres différences. Bon, c'est d'autres pays avec d'autres lois, etc. Mais géographiquement, il y a très, très peu de différences. On est au milieu de l'Amazonie et il devrait y avoir... S'il y a des différences entre les deux, c'est forcément lié à la politique, des politiques différentes qui ont été choisies dans les deux pays. Et on voit un déclin très fort de quelques points de pourcentage, d'au-dessus de 90% à en dessous de 84% de couverture forestière entre la Bolivie et le Brésil. Donc ça nous donne quand même une première idée. Ah oui, la politique fait une différence, c'est pas juste des mots. Et ensuite, on peut regarder est-ce que les choses ont changé avant et après le changement affiché de politique. Donc, le changement affiché de politique intervient en 2006. Donc, je vous ai déjà montré qu'en termes de stock, en 2000, il y avait plus de forêts en Bolivie qu'au Brésil, juste à la frontière. Donc, on parle de quelques kilomètres vraiment d'un côté et de l'autre. Maintenant, on peut regarder la déforestation. Est-ce qu'il y a eu plus de déforestation entre, par exemple, 2001 et 2005 ? Et on voit que la déforestation continuait à être plus forte entre 2001 et 2005 au Brésil qu'en Bolivie. Puis en 2006-2013, quand la politique change, c'est encore un peu plus fort, mais beaucoup moins. L'échelle est la même, donc vous pouvez directement comparer les sauts. Le saut est beaucoup moins. Tout d'un coup, c'est presque pareil maintenant. On est presque sur la même ligne. Donc les politiques qui ont été affichées ont été suivies suffisamment pour amener le Brésil presque au niveau de la Bolivie en termes de déforestation. Bien sûr, en termes de niveau, il faudrait que ce soit inversé pour pouvoir revenir à des niveaux comparables. Enfin, au moins, ça ne s'empire pas. Bolsonaro arrive au pouvoir, il dit que la déforestation, ça ne l'intéresse pas. On ressaute. Donc, même vraiment à court terme, dès qu'il y a un changement de politique et de gouvernement, ça se voit dans les actes. Donc ça, c'est un premier signe que la politique compte au niveau national. Maintenant, au niveau le plus local, est-ce que des différences locales d'organisation de la vie des gens, au niveau même des villages, est-ce que ça peut aussi faire une différence ? Donc, dans l'album de Tumpa, au bout d'un moment, pour une raison que je vais expliquer un petit peu plus tard, les villageois décident qu'ils vont plus, non seulement ils ne vont pas couper les arbres, mais ils vont essayer de mieux protéger la forêt qu'ils ont à leur disposition. Donc ils forment un conseil et ils choisissent des règles, ils se donnent des règles que tout le monde doit respecter pour protéger la forêt. Alors les règles, ça ne veut pas dire on touche à rien, parce qu'il y a beaucoup de gens dans les villages pauvres, que ce soit en Amazone ou en Inde ou en Afrique, qui ont besoin de la forêt. C'est là où ils cherchent les branches pour faire le feu, des feuilles pour faire leurs assiettes. Donc les produits forestiers, on ne peut pas juste dire, enfin on pourrait, mais ce serait très difficile à mettre en œuvre, de juste dire vous n'y touchez plus. Donc à la place, ce que font les communautés qui s'organisent, c'est typiquement de mettre en place un certain nombre de règles locales pour ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas dans le cadre de la forêt collective. Donc en Inde, par exemple, il y a l'institution des Van Panchayats, qui sont les conseils de forêt, qui vont s'établir une série de règles, qui vont avoir un conseil qui supervise la mise en place de ces règles. Et les règles peuvent être, par exemple, on peut prendre celles qui sont tombées, mais on ne casse pas les branches, qu'est-ce qu'il faut laisser sur le sol, etc. Donc là, il faut des exemples des règles que les villageois s'installent.
Alors cette possibilité d'une mise en œuvre de règles collectives et de faire respecter, non seulement de les établir, mais aussi de les faire respecter, c'est quelque chose que Elinor Ostrom, qui était une dame qui en fait faisait des sciences politiques, mais qui a eu le prix Nobel d'économie il y a plusieurs années, qui est décédée d'ailleurs maintenant, c'est exactement ce dont elle parlait, c'est-à-dire la capacité de petits groupes locaux de s'organiser en l'absence d'institutions formelles pour faire respecter un bien public. Donc certains de ses premiers travaux étaient sur les systèmes d'irrigation par canal dans les vallées suisses, qui sont des vraies œuvres d'art qu'il faut maintenir soigneusement. Et justement, elle parlait du pâturage, de ne pas faire trop, ou pâturer. Et elle expliquait toutes les règles que ces communautés assez resserrées arrivaient à mettre en place pour faire respecter leurs règles communes. Et donc, dans un de ses derniers articles qui est paru dans le magazine Science, elle parle de qu'est-ce qui fait que des règles collectives marchent ou ne marchent pas. Donc, sur il faut qu'il y ait suffisamment d'utilisateurs, mais pas trop. Il faut qu'ils soient capables de se mettre en place un système de gouvernance. Il faut que les ressources aient pas trop de valeur pour l'individu, parce que sinon, ça peut la tentation est trop forte. Et donc, elle donne des exemples dans chacune de ces catégories. Et il y a un article de Somanathan, qui est un chercheur à l'Institut de statistique de Delhi, qui essaye de, en quelque sorte, tester, qui se met dans l'héritage intellectuel d'Elinor Ostrom, et qui essaye de tester l'impact de ces forêts, de ces conseils de forêt sur la protection de l'environnement. Donc la stratégie est la même que la stratégie Bolivie-Brésil que je vous ai montrée au niveau national, mais maintenant on est au niveau vraiment très local, donc c'est la vallée Jageshwar dans l'Himalaya qui souffre énormément de déforestation. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les photos satellitaires comme avant, qu'ils les superimposent avec les différenciations d'organisation. Donc sur cette carte, on a à la fois des endroits qui sont pas organisés, en fait pas gérés, donc qui sont sous le régime de la propriété privée. Donc on a la Chak Bagora là. Il y a des régions qui sont sous le régime de la forêt domaniale, comme par exemple en bas à gauche là. Et il y a des régions qui sont sous le système de la forêt collective, de la forêt individuelle, donc du Van Panchayat. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de regarder aux frontières, à nouveau, en se rapprochant de plus en plus des frontières entre ces différents systèmes. Est-ce qu'il y a des différences de forestation et déforestation dans les deux types de systèmes, enfin dans les trois types de systèmes, propriété privée, propriété forêt domaniale, organisation collective. Et ce qui montre, c'est que d'abord, il y a une très forte différence entre les forêts domaniales et la propriété privée pas gérée, où il y a énormément de... Il y a la propriété privée pas gérée par rapport à la forêt domaniale, c'est terrible. Mais par contre, il n'y a pas de différence significative de forestation à la frontière entre les endroits qui sont gérés collectivement par un village, donc qui ont un système de Van Panchayat, et les endroits qui sont gérés nationalement ou par l'État sur le principe de la forêt domaniale. Donc c'est ce qu'on voit sur cette table, c'est la toute première ligne qui montre qu'on regarde la couverture pour les deux premières colonnes sont pour les grosses feuilles, ou sinon les deux autres dates après sont les conifères. Que ce soit les grosses feuilles ou les conifères, on voit très peu de différences, et ces différences ne sont pas du tout significatives entre les forêts domaniales et les forêts gérées collectivement. Par contre, ça coûte beaucoup plus cher la forêt domaniale, puisqu'il va y avoir des inspections qui sont organisées, etc. C'est un facteur de 1 à 20. Donc ça peut être ils font l'argument qu'on devrait s'appuyer plus sur les collectivités pour faire respecter l'environnement, et moins sur les
une organisation top-down. Donc c'est pour donner des idées de, effectivement, la politique, en politique, quand on passe de pas de règles à des règles collectives, c'est la politique la plus locale, tout d'un coup ça fait une différence. Alors bon, tout ça c'est très bien, ça fait une différence, mais pourquoi, comment mais forcément il y a deux aspects. Une, c'est les objectifs qu'on se fixe. Quelles règles ou quels objectifs? Alors en quelque sorte, les objectifs vont déterminer les règles. Et ensuite, il y a la capacité de faire respecter ces objectifs ou ces règles. Alors commençons par cette question des règles, c'est-à-dire quels objectifs une communauté, qu'elle soit internationale ou la plus locale au niveau du village, arrive à se fixer dans ce contexte où il y a des conflits entre les intérêts individuels et l'intérêt collectif. Alors, je voudrais commencer par revenir sur les émissions de gaz à effet de serre et sur la négociation internationale. Puisqu'après tout, c'est aussi une discussion politique, et comme on l'a vu, une discussion politique qui a une influence immédiate sur la vie, littéralement les années de vie, des citoyens les plus pauvres du monde. Donc, cet arbitrage international, il pose en fait une forme de tragédie des communs, mais au niveau international. Pourquoi? Parce que tout bénéfice, ou la plupart des bénéfices d'une réduction des émissions sont globaux, puisque le réchauffement, c'est toute la planète, la serre, c'est au-dessus de chacun d'entre nous, donc une émission ici ou une émission dans un autre pays, c'est pareil. Donc les bénéfices sont globaux, mais les coûts, forcément, sont locaux. Les bénéfices sont dans un futur lointain, peut-être de moins en moins lointain, mais quand même, c'est considéré comme le futur, alors que les coûts sont aujourd'hui. Donc, qu'on traduit parfois dans le vocabulaire politique français, le débat entre la fin du monde et la fin du mois. Donc, les électeurs de chaque pays, a priori, ne sont pas particulièrement favorables à un contrôle des émissions, même quand ils savent qu'il y a un sujet, puisqu'ils savent qu'il y a un sujet, mais ils savent en même temps qu'il y a cette tragédie des communs, qui est encore plus importante, qui est rendue encore plus difficile dans le cas des émissions de gaz à effet de serre, par le fait qu'on peut toujours se dire que plus on est strict chez nous, plus ça risque de créer des incitations à émettre plus de carbone dans d'autres endroits. Donc il y a un phénomène que Gaulier et Tirole appellent les carbon leakage, ou les fuites de carbone, qui est que des actions faites aujourd'hui peuvent être défaites, des actions faites aujourd'hui chez nous peuvent être défaites dans des pays moins vertueux, sous-entendez la Chine par exemple, c'est ce que les États-Unis par exemple, le type de discours qu'on entend aux États-Unis, de manière à finalement n'arriver à aucun résultat positif. Alors pourquoi est-ce cela? Pour deux raisons. D'une part parce que si nous imposons, c'est l'argument, des coûts plus importants à cause de règles plus strictes ou à cause d'une taxation carbone par exemple qui serait que chez nous, leur compétitivité va baisser. Donc c'est l'argument, vous l'avez tous entendu très récemment dans le cas des agriculteurs. Si oui, nous, on ne peut pas... C'est la super transposition ou surtransposition. On a des règles strictes, mais en même temps, donc nous, on n'est pas compétitifs en particulier par rapport aux pays du Mercosur. Donc si nos règles sont plus strictes, ça peut valoir pour les émissions industrielles ou pour les émissions agricoles, la production risque de se déplacer dans des endroits moins respectueux de l'environnement, parce que surtout si c'est accompagné de traités de libre-échange, parce que les gens vont acheter du bœuf moins cher et moins environnemental. Donc l'utilisation du pétrole va augmenter dans ces pays moins vertueux, ce qui va annuler finalement les bénéfices de l'action chez nous. Donc non seulement il y a le fait que pourquoi j'agirais alors que je pourrais attendre que quelqu'un d'autre le fasse à ma place, mais il y a l'argument supplémentaire qui est de dire si ce n'est pas coordonné, si moi j'agis, de toute façon ça va être immédiatement annulé par ailleurs. Donc j'ai les coûts sans même avoir les bénéfices, même communs.
Par ailleurs, s'il y a moins de demandes, justement parce que nos entreprises utilisent moins de pétrole, donc du coup il y a une baisse de la demande de pétrole, ce qui fait baisser le prix du pétrole, ou des engrais, ou des pesticides, ça va pour cet argument aussi, ça va encourager son utilisation ailleurs, parce que ça devient moins cher. Donc si tout d'un coup plus personne en Europe n'utilise un certain type de pesticides, ils deviennent beaucoup moins chers, du coup les fermiers du Brésil, d'Inde, etc. vont se jeter dessus, et ils vont être utilisés tout autant. Donc c'est l'argument fuite de carbone qu'on entend assez facilement. Par exemple, qu'on entendait dans le cas qui était très immédiat dans le cas des contestations agricoles récentes, puisque d'un côté, donc, il y a cette idée de surtransposition supposée, où les règles seraient plus strictes en France que dans les autres pays européens, et certainement elles sont plus strictes dans les autres pays européens que dans les pays du Mercosur. Et donc en même temps, il y avait une lutte pour les rendre plus laxes, et de l'autre côté aussi de mettre des barrières pour que les produits du Mercosur, qui ne sont pas soumis aux mêmes règles, ne puissent pas rentrer chez nous. Donc là, une tension très forte qui aura lieu dès lors que les règles et les négociations ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Alors, est-ce que, là, à nouveau, donc ça c'est un argument logique qui a du sens, est-ce qu'il y a des preuves empiriques de ces fuites de carbone ? Et pour ça, je vais vous donner un exemple où on voit quelque chose de ce type, c'est celui de l'huile de palme. Vous vous souvenez sans doute qu'il y a quelques années, il y avait eu un effort pour taxer l'huile de palme, je crois que c'était sous le gouvernement Hollande, qui s'était fait un petit peu ridiculiser sous le nom de Nutella Tax. Mais en fait, il y avait quelque chose de vraiment réel dans cette question de l'huile de palme. L'huile de palme est responsable d'une grosse partie de l'émission des gaz à effet de serre dans le monde, mais vraiment grosse, du type 10%. Et de déforestation massive dans des endroits où la biodiversité est unique, et en particulier qui sont en Malaisie et en Indonésie. Les forêts de Malaisie et en Indonésie, qui sont là où il y a le plus d'huile de palme dans le monde, sont la maison de ces orang-outans très mignons. Et donc, et très rares, il n'en reste plus beaucoup. Donc voilà, pour faire de l'huile de palme, il faut des bonnes conditions météorologiques, il faut qu'il fasse humide, et puis il faut pas mais là où c'est le cas, c'est donc en Indonésie et en Malaisie, il y a des forêts très denses, donc en les coupant déjà on est responsable, on enlève une partie du poumon, et en plus sous ces forêts il y a des réservoirs de tourbe. Et dès qu'on expose cette tourbe, elle part dans la nature avec d'énormes rejets de carbone dans l'atmosphère. Donc du coup, les émissions de gaz à effet de serre correspondent juste l'huile de palme. L'huile de palme toute seule émet autant de gaz à effet de serre que toute l'Union européenne, même plus que toute l'Union européenne combinée aujourd'hui. On voit l'Union européenne en bleu ciel arrivant au même niveau que l'huile de palme, l'augmentation de l'huile de palme en bleu foncé, et finalement aujourd'hui, rien que l'exploitation de l'huile de palme est responsable de toutes les émissions production aux États-Unis. Parce qu'évidemment, une partie de cette huile de palme est consommée chez nous sous forme de Nutella et de savon. Ça sert à beaucoup de choses, c'est un peu un produit miracle, c'est le problème. Et donc on voit que le palme, les émissions viennent à la fois de la destruction de la biomasse des arbres et des dépôts de tourbe. Alors voilà où l'huile de palme est produite dans certaines régions d'Indonésie et dans toute la Malaisie. Donc, je vous ai mis les régions de la Malaisie concernées, de l'Indonésie concernée, c'est Sumatra, Kalimantan, Rio et toute la Malaisie. Et on voit l'augmentation de 88 à 2016, à la fois des plantations dans tous ces endroits et du nombre d'endroits où l'huile de palme est traitée. Donc c'est un travail qui vient de Alan Chow, qui s'est demandé
comment faire, en fait, quelles sont les possibilités pour réduire les émissions d'huile de palme. Alors, le problème de l'Indonésie et de la Malaisie, donc, qui sont les plus gros producteurs d'huile de palme, c'est que l'économie politique est telle qu'ils ont beaucoup de mal à faire respecter les interdictions diverses et variées. Donc, ils n'arrivent pas à avoir des règles strictes et à les faire respecter. Il y a énormément de corruption, il y a des scandales de corruption en permanence, donc même quand c'est interdit, ce n'est pas vraiment interdit, pas interdit suffisamment. La Norvège avait essayé de racheter à l'Indonésie, en fait de donner un énorme budget à l'Indonésie en échange de réduire les émissions d'huile de palme, mais ça n'avait pas du tout marché. Donc du coup, il se pose la question suivante. Est-ce que, au lieu de faire ça, puisqu'on n'arrive pas à faire respecter ces règles, on pourrait imposer une taxe? Donc les États, par exemple l'Union européenne, pourrait imposer une taxe sur l'huile de palme, chose qui a été en discussion, ou peut-être même qui a eu lieu en réalité, d'imposer une taxe. Donc du coup, il n'y a plus besoin de coordination directement. L'huile de palme est taxée, donc du coup les gens vont, au lieu d'acheter du Nutella qui a de l'huile de palme, vont choisir la pâte à tartiner du supermarché qui n'en a pas. Donc ça devrait diminuer la demande. Donc c'est ça qui calcule quand le prix augmente, la demande baisse. Ça c'est la demande d'huile de palme répond au prix, c'est normal. Hein, un peu economics numéro 1, première leçon d'économie, quand les choses coûtent plus cher, les gens en veulent moins. Et on voit qu'effectivement, c'est vrai, donc, dans le monde, que ce soit à l'intérieur de l'Union européenne ou la Chine, l'Inde, répond assez fortement au prix. Ensuite, ce qu'il fait, c'est donc ça, c'est son modèle pour la partie prix. Et ensuite, il fait pour la partie demande, et ensuite, il estime aussi un modèle pour la partie offre, en disant, voilà, comment les potentiels propriétaires terriens d'exploitation d'huile de palme répondent aux conditions d'exploitation. Alors, ce qui montre, c'est que eux aussi vont réagir au prix, mais dans l'autre sens. Plus ce sera cher, plus ils en fabriqueront. Et puis, ils vont aussi réagir à les rendements potentiels dans les différentes régions, la distance à un port, parce que si c'est plus facile, les routes et la distance à un centre urbain. Donc les nouvelles déforestations dépendent à la fois de la demande potentielle et du potentiel des régions. Donc il estime ce modèle, et une fois qu'il est armé donc, de ces deux, il a son modèle d'offre, de demande, c'est-à-dire les gens achètent moins d'huile de palme si c'est plus cher, et d'offres, c'est-à-dire comment les entrepreneurs potentiels vont décider, par exemple, de faire de brûler une nouvelle partie de forêt. Et armé de tout ça, il peut faire 4 scénarios contrefactuels, c'est-à-dire essayer de se dire, voilà, qu'est-ce qui se passerait si l'Indonésie réussissait à mettre en place un bon système de régulation et le faire respecter. Donc ça, ce serait, on pourrait penser le mieux, on interdit les quantités. Voilà. Si on pouvait interdire l'huile de palme, quel effet ça aurait sur la déforestation? Donc c'est le mieux si on pouvait le faire. Donc on va comparer en fait un peu tout le monde à ça. Si ce n'est pas possible, qu'est-ce qui se passerait si le monde entier se mettait d'accord pour imposer une taxe sur l'huile de palme et donc tous les consommateurs du monde feraient face à un prix plus élevé pour l'huile de palme et du coup la demande baisserait. Et comme la demande baisserait, la production baisserait. Donc est-ce qu'on peut arriver à quelque chose à peu près proche d'une régulation bien mise en œuvre? C'est le deuxième scénario qui va avoir. Mais après, malheureusement, c'est difficile de tous se mettre d'accord sur d'imposer des droits de douane importants, un impôt sur l'huile de palme. Donc, qu'est-ce qui se passerait si ce n'étaient que les 3 grands blocs qui demandent beaucoup d'huile de palme, l'Union européenne, la Chine et l'Inde, qui se mettaient d'accord? Et qu'est-ce qui se passerait finalement si c'était que l'Union européenne? Alors, on voit le problème, on entre dans le problème des fuites de carbone. Si l'Union européenne, s'il y a une taxe sur l'huile de palme dans l'Union européenne, ça fait baisser le prix de l'huile de palme, mais du coup, elle est moins chère pour les consommateurs chinois qui, eux, n'ont pas cette taxe,
Donc eux, ils disent formidable, le prix du Nutella vient juste de baisser de 10% parce qu'il y a moins de demandes en Europe, donc tout le Nutella maintenant vient chez nous au lieu de venir en Europe. Et donc c'est l'effet fuite de carbone pour l'huile de palme. Donc, donc ils regardent ces 4 scénarios. Donc le scénario, disons, idéal, est-ce qu'on pourrait réduire les réductions de 40% avec une régulation domestique bien mise en place? On pourrait arriver au même niveau, on pourrait arriver au même niveau si on se mettait tous d'accord sur une taxe sur l'huile de palme. Mais dès le moment où c'est juste certains d'entre nous qui le font et pas d'autres, par exemple que l'Union européenne, presque tous les gains sont éliminés parce qu'il y a des fuites de carbone. D'où la nécessité, donc c'est une illustration sur cette huile de palme, mais le principe logique est évidemment là pour tous les autres types de pollution si ce n'est pas coordonné internationalement, mais d'où la nécessité de coordination internationale. Donc le premier effort pour avoir une coordination internationale, c'était l'accord de Kyoto en 1997, qui était un peu modelé sur son principe sur les accords de libre-échange, c'est-à-dire on se met tous d'accord pour négocier ensemble d'ambitions qui seraient légalement imposées à toutes les parties du traité. Donc c'était, disons, une négociation collective sur des objectifs quantifiés en termes d'émissions qui sont imposés à chaque pays. Alors ça a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que les pays qui ont accepté dans ce système, en principe, peuvent être poursuivis par les autres s'ils ne respectent pas leurs opinions, leurs engagements. Les inconvénients, c'est que c'est justement ça, et que personne n'a envie de se mettre dans ce type de situation. Et finalement, il n'y a que 37 pays qui se sont mis d'accord pour faire partie de Kyoto, dont les États-Unis, qui n'a pas réussi à faire ratifier le gouvernement. Clinton avait accepté de participer à Kyoto, mais ils n'ont jamais fait ratifier leur participation, donc ils ne sont jamais entrés dedans. Donc au total, si on regarde le monde, qui sont dans l'accord de Kyoto, il n'y a pas grand monde. En gros, il y a l'Europe, l'Union européenne et l'Australie. Donc, c'est une limitation qui sont restés dedans. Après, il y a la Russie qui était entrée dedans au début puis qui est ressortie. Donc, il y a peu de pays dans les accords de Kyoto. Et l'autre problème, c'est que comme les négociations sont toutes faites en même temps, donc, il y a ce problème de tragédie des communs, personne ne voulait trop mettre dedans. Et donc, du coup, les accords n'étaient pas très importants. Bon, mais c'était quand même, en plus, c'était quand même considéré comme un échec, en particulier parce que les États-Unis sont jamais rentrés dedans, le Canada est rentré mais est ressorti, donc finalement, ça ne produisait pas grand-chose. Donc du coup, en 2015, à l'accord de Paris, on est passé à un autre système, qui est le système Pledge and Review, c'est-à-dire les pays ne font plus, il n'y a pas une négociation centralisée, chaque pays doit arriver avec ses projets et ses objectifs, faire un plan, ils fixent de combien ils veulent chacun réduire, ils l'annoncent à leurs camarades, et ensuite, charge à eux de faire leur plan pour montrer comment ils peuvent effectivement arriver à la diminution qu'ils ont prévue. Donc c'est un peu curieux, comme donc, Tirole et Gaulier nous disent, en quelque sorte, le Pledge and Review Process, c'est comme un système d'impôt sur le revenu dans lequel chaque ménage pourrait dire à peu près combien il veut contribuer. Si vous étiez ici la semaine dernière, les impôts à Kananga en République démocratique du Congo, c'est à peu près ça, parce que les gens sont un peu plus libres d'aller payer leurs impôts ou pas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui payent et ils ne payent pas beaucoup. Et en quelque sorte, l'accord de Paris, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui promettent et ils ne promettent pas beaucoup. Les promesses volontaires sans négociation centralisée mènent à cause justement de ce problème
communs, de tragédies des communs, ont mené à des accords, à des promesses qui sont extrêmement insuffisantes au regard de ce qui est nécessaire, de ce qu'on sait être nécessaire pour la diminution du carbone. Et tout le monde le sait, hein, il n'y a pas de mystère là-dessus. Alors, il y a les problèmes, donc on a déjà parlé de certains des problèmes qui sont, de passagers clandestins ou de tragédies des communs liés à une négociation sur l'environnement. Il y a un autre problème qui est spécifique à l'accord de Paris, enfin un système Pledge and Review, c'est que c'est très important pour les pays d'embarquer le plus de pays possible. En particulier, on veut vraiment que l'Inde, les États-Unis, la Chine fassent partie du processus. Mais du coup, plus ils attendent, plus ils se font en quelque sorte désirer pour rentrer dans le processus, et plus ils peuvent demander qu'on leur fasse des concessions qui leur permettent de rentrer dans le processus ou d'y rester d'ailleurs. Donc, dans le cadre des accords de Paris, il y a une incitation supérieure, une incitation supplémentaire perverse, qui est que moins un pays fait d'investissement et plus il va pouvoir réclamer aux autres d'être compensé pour accepter de rester dans Paris, parce que sinon, alors c'est vraiment beaucoup d'efforts, là, vu que j'ai rien fait pendant 10 ans. Donc, du coup, c'est une transition vraiment très difficile, donc il va falloir que vous me facilitiez le chemin. Mais donc, chacun le sait, donc il y a un intérêt à attendre le plus longtemps possible pour tout le monde, tout le monde se regarde un peu en chien de faïence, et les promesses sont insuffisantes pour conduire à un réchauffement à 2 degrés. Ça, c'est encore c'est de Tirole et Gaulier qui explique ça. Alors, du coup, quel serait le système idéal pour éviter ce problème ? Pour éviter les fuites de carbone, pour éviter l'attentisme, etc., il faudrait qu'on se mette d'accord, tout le monde se mette d'accord, sur un prix global pour le carbone, qui correspondrait idéalement au coût social du carbone, c'est-à-dire chaque tonne de carbone contribue au réchauffement de la planète. Le réchauffement de la planète a toute une série de coûts, et donc on se met d'accord sur combien chaque tonne de carbone coûte, et ensuite on impose les pays sur ces coûts à imposer à envoyer des nouvelles tonnes de carbone, et à eux de s'arranger. De toute façon, ils payent ces taxes, hein, sur le principe de le pollueur paye, ils payent ces taxes, et à eux de s'arranger avec leur population pour soit payer les taxes, soit réduire. Mais effectivement, ça n'irait pas tout seul, puisque les pays pauvres, ça irait, ce système, ce serait idéal dans un monde pur et parfait, mais on n'habite pas dans un monde pur et parfait, on habite dans un monde où c'est beaucoup plus difficile pour certains pays de limiter leur consommation que d'autres. Il y a des pays qui n'ont pas encore connu de croissance économique, qui ont besoin de faire des investissements en énergie, etc., qu'il faudrait compenser. Il y a des pays qui ne peuvent tout simplement pas payer. Donc il faudrait qu'il y ait des systèmes de transfert qui aillent avec ce prix de pétrole, qui serait un petit peu compliqué, même très compliqué. Mais en particulier, il y aurait forcément dans ce système une redistribution fiscale qui irait de certains pays à d'autres pour compenser les coûts asymétriques que les pays auraient à payer. Ou par exemple, un pays comme l'Inde pourrait dire « moi, je ne vais pas payer le prix d'une tonne de carbone au coût social si vous ne me compensez pas sous la forme de transfert financier que je peux utiliser comme je veux ». Ou alors, un système qui en principe serait équivalent, en pratique une négociation différente, on pourrait dire qu'il y a un quota maximal de carbone pour le monde, on se met d'accord sur ce que c'est. Chaque pays, disons en fonction de sa population ou en fonction de l'histoire, a un nombre de permis, et ensuite il peut les échanger avec les autres, système cap and trade. Pour des raisons politiques assez évidentes, aucun de ces deux systèmes n'a vu le jour pour l'instant. Et elles sont nombreuses, ces raisons, mais je vais en isoler quelques-unes. La première, c'est que même si des choses sont négociées, si des accords sont négociés pendant les différentes COP, quand les gouvernements signent des traités, mais ensuite ils rentrent chez eux, il faut qu'ils fassent faire ratifier ces traités par leur parlement, et les parlements sont contre. Donc en particulier à Copenhague, dans la suite de l'accord de Paris, il y avait eu cette idée d'un transfert de 100 milliards par an aux pays pauvres
essentiellement pour justement, conceptuellement, ce n'était pas une compensation, c'était une idée qui correspondait à, bien qu'il n'y ait pas de taxe sur le carbone, mais c'était une idée qui correspondait au fait que la transition est plus difficile pour des pays pauvres que pour des pays riches. Donc, si on avait un système de coût social du carbone, il faudrait compenser les pays pauvres. Donc, ils avaient eu cette idée, ils l'avaient mis en place, 100 milliards par an. Les gouvernants sont rentrés chez eux, ils ont fait voter des budgets, et les 100 milliards par an ne se sont jamais matérialisés. Mais vraiment loin de là. On le voit ici sur ce graphique, où on arrive en 2020 péniblement à 80 milliards, mais sur ces 80 milliards, c'est presque exclusivement de la dette qui est donnée. Donc en fait, ce n'est pas du tout des dons qui correspondent. Ce qu'il faudrait, c'est des vrais transferts. Mais d'une part, on n'est jamais arrivé à 100 milliards, et d'autre part, c'était sous forme de dette. Donc en réalité, ce n'était pas vraiment une redistribution. Et la vérité, c'est que politiquement, c'est très difficile de redistribuer vers les pays pauvres. Et comme on laisse la mise en œuvre à chaque pays individuellement, il n'y a pas de système collectif de collecte de ces fonds, il n'y a pas de punition si les promesses ne sont pas réalisées, etc., elles ne sont pas réalisées. Donc c'est pour ça que l'année dernière, on parlait de si on était vraiment sérieux sur lever des fonds pour les pays pauvres, comment il faudrait le faire. Il faudrait qu'il y ait un instrument pour le faire, mais il n'y en a pas. Donc ça, c'est une première difficulté politique. Donc les gens ne veulent pas... Les gouvernants font des promesses, mais après ils reviennent chez eux et les gens ne veulent pas voter pour ça. Et l'autre chose que les économistes ont du mal à accepter, c'est le fait que l'idée d'une taxe carbone est très impopulaire dans les opinions nationales. Donc, par exemple, en France, il y a la moitié des gens qui considèrent que c'est un mauvais moyen ou un très mauvais moyen de lutter contre le réchauffement de la planète. Et ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas que c'est ce que les économistes préfèrent. Parce qu'il y a eu une expérience intéressante à l'université de Chicago qui pose cette question aux gens. Qu'est-ce que vous pensez être mieux pour lutter contre le réchauffement de la planète ? Un prix sur le carbone ou des règles ? Et on va revenir sur le fait que les Français, comme le reste du monde, préfèrent avoir des règles. En disant, par exemple, les voitures ne peuvent pas émettre plus de temps, etc. Alors la plupart des gens nous disent non, une taxe carbone, ce n'est pas une bonne idée, il vaut mieux des règles. Et ensuite, quand on leur dit, donc il y a eu une expérience qui, à la moitié des gens, on leur dit, mais vous savez, la plupart des économistes pensent qu'une taxe carbone serait plus efficace parce que du coup, les constructeurs trouveraient le meilleur moyen de s'adapter, etc. Et les gens écoutent poliment, et ensuite on leur pose la question, et ça ne change absolument pas l'opinion des gens qu'on leur ait d'abord expliqué pourquoi les économistes pensaient que la taxe carbone était logique. Donc il y a vraiment une opposition forte contre la taxe carbone qui n'est pas due à l'ignorance. Donc à quoi elle est due ? Elle est due en partie au fait qu'elle a des effets redistributifs pervers par elle-même. Donc ça, c'est une étude de Catherine Schubert et autres, qu'elle avait d'ailleurs présentée ici au Collège de France il y a quelques années, dans un séminaire, qui montre que la taxe carbone est régressive, c'est-à-dire plus les gens sont pauvres, dans les déciles de niveau de vie les plus faibles, plus le taux d'effort de ménage associé à une réforme est important en pourcentage. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des voitures plus vieilles qui consomment plus mal, ils ont moins de chances d'habiter à Paris où il y a le métro, ils ont besoin de conduire plus de kilomètres pour arriver sur leur lieu de travail, etc. Donc, en pourcentage de leurs revenus, moins les gens sont riches, plus les gens, ils ont plus de chances d'avoir des vieux logements et tout. Donc, plus les gens sont riches, moins la taxe leur demande un effort important dans leur budget. Donc, il y a un effet redistributif régressif qui est très bien perçu par la population. C'est ça d'ailleurs qui a lancé le mouvement des Gilets jaunes. C'est une tentative d'introduire une taxe supplémentaire sur le diesel, d'ailleurs sur le pétrole, pas juste sur le diesel, sur tout le carburant pour les voitures, qui a été perçu comme étant régressif, et avec raison parce que c'est régressif.
Alors après, en principe, une taxe carbone, elle est régressive, on pourrait la compenser par des transferts correspondants pour que des transferts qui seraient progressifs, eux, suffisamment progressifs pour la compenser. Mais pour ça, il faut que les gens aient confiance du fait que ces transferts auraient effectivement lieu. Et sinon, qu'est-ce qu'ils voient? C'est une taxe régressive. Par ailleurs, ce qui rendrait compliqué l'administration de ces transferts, c'est que non seulement la taxe est régressive, mais elle est aussi très hétérogène, c'est-à-dire même à l'intérieur d'un décile donné de revenus, les pertes, qui sont les transferts nets négatifs en euros des personnes, sont très variables d'un ménage à l'autre. Donc, ceux qui perdent le moins perdent quasiment rien, peut-être parce que c'est des gens pauvres qui habitent à Paris et qui n'ont pas de voiture de toute façon, et qui habitent dans un habitat collectif, alors que les gens qui perdent le plus perdent moins de 100. Donc, à chaque décile de revenus, les gens perdent plus en niveau absolu. Il y a une grosse variabilité dans ce que les gens perdent. Donc, du coup, de concevoir une compensation pour la taxe carbone qui soit à la fois progressive et juste par rapport à ce que les gens perdent exactement, ce serait compliqué. Pas forcément impossible, mais compliqué. Donc, du coup, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est des transferts nets qui défassent l'aspect progressif. Donc, c'est ce qu'il propose dans cette note du Conseil d'analyse économique, où on donnerait des transferts nets de 200 jusqu'à 250 € aux ménages les plus pauvres pour les compenser. Et si ça devait être neutre, budgétairement neutre, du coup, il faudrait faire payer ça par les plus riches. Donc, ça rajouterait un impôt progressif en plus de ce qu'on a jusqu'à maintenant, juste pour rendre la taxe neutre du point de vue du budget des ménages. Et ce n'est pas impossible en principe. Je pense que les économistes, c'est pour ça que les économistes aiment la taxe carbone. Pas parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a un effet régressif, mais parce qu'ils se disent, bah oui, il suffit de rajouter transfert qui la compense. Et puis, comme ça, on a l'effet incitatif de la taxe, les pollueurs paient, les gens vont moins polluer, et en plus, il n'y a pas d'effet négatif pervers sur la redistribution parce qu'on met ça en place. Mais les gens, en fait, ils n'ont pas confiance qu'on mette ça en place. Peut-être. Donc, c'est ça le sujet. Un autre exemple qui est assez similaire, c'est la question de l'eau en Inde, qui est similaire à nouveau parce qu'il y a à la fois une réforme extraordinairement nécessaire et urgente, mais qu'elle aurait des effets redistributifs importants puisqu'elle affecte certaines personnes et pas d'autres. Alors donc là, c'est la question donc, de l'irrigation. Donc vous voyez ici une carte de l'Inde avec l'état du Punjab au nord, là, frontalier avec le Pakistan, où on est dans le rouge, c'est-à-dire la nappe phréatique est surexploitée. C'est ce qu'on a illustré dans l'album de Seleni, où elle est tellement surexploitée qu'il y a des endroits où il n'y a plus d'eau. C'est effectivement réel, puisque donc, dans l'état du Punjab, la nappe phréatique se vide 1,5 fois plus rapidement qu'elle ne se remplit. Et du coup, le nombre d'endroits il y a une grosse majorité de l'État qui est dans un état critique, qui va probablement, plus de la moitié plus de 2 tiers des districts vont manquer d'eau d'ici moins de 10 ans. Donc il y a un problème vraiment urgent, absolument urgent, et vital, parce qu'une fois qu'il n'y aura plus d'eau, les gens ils devront partir, il n'y a pas de solution. Y compris les fermiers. Donc en principe, c'est pas les ruraux contre les ruraux contre les urbains, c'est y compris les fermiers eux-mêmes. Quand il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus d'eau. Il n'y aura pas de moyen de l'attraper. Alors qu'est-ce qui a créé cet état de choses? Eh bien, en particulier, donc, c'est l'irrigation. Irrigation qui, de toute façon, le Punjab, c'est pas un endroit où traditionnellement on faisait pousser du riz. Ils ont commencé à faire pousser du riz très très rapidement dans les années 70. Le riz vit les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Il a besoin d'être fortement irrigué. C'est possible avec l'irrigation phréatique, de la nappe phréatique, mais il faut aller la chercher. Donc il y a toujours eu beaucoup d'irrigation, mais il y a eu un décrochage en 1996
quand il y a eu une annonce du gouvernement de l'État qui était sous le coup d'une campagne de réélection pour qu'il y aurait l'électricité gratuite pour tous les fermiers. Alors, ils ont perdu les élections quand même. Mais une fois que ça a été mis en place, plus personne n'a réussi à repartir en arrière sur cette annonce. Et du coup, la nappe phréatique, ça baisse de plus en plus. On reviendra sur ce qu'est cette ligne droite là au milieu. Enfin, ça ne l'a pas empêché de continuer à baisser. Donc c'est ce que nous dit notre fermier. Là. Il dit avec ma pompe électrique, j'arrose sans limite. Il vient de creuser un puits plus profond parce que le premier est déjà terminé. Alors il exagère un peu parce qu'en fait, il a des limites. Parce qu'il n'y a pas tellement d'eau. Donc en fait, l'électricité au Pendjab, elle est gratuite, mais en fait, elle est rationnée. C'est-à-dire, il y a un certain nombre d'heures pendant lesquelles il y a l'électricité. Le reste, il n'y en a tout simplement pas. Donc personne n'a d'électricité, y compris les fermiers. Donc ils ne peuvent pas utiliser leur pompe. Et donc en moyenne, aujourd'hui, ils en sont à peu près 6 heures d'électricité par période de 24 heures. Et ils utilisent à peu près tout ce qu'ils ont. Donc, ils n'arrosent pas sans limite, il y a des limites, c'est des limites imposées par le rationnement. Du coup, comme ils gaspillent pas l'eau, comme en fait ils sont, donc il y a pas vraiment, aujourd'hui il n'y a plus de gaspillage de l'eau puisqu'ils sont limités, donc forcément, d'un point de vue privé, il n'y a pas vraiment de gaspillage, c'est-à-dire avant peut-être quand ils avaient autant d'eau qu'ils voulaient, peut-être qu'ils en utilisaient trop même par rapport aux bénéfices privés, mais aujourd'hui comme ils sont limités sur l'eau, en fait ils l'utilisent de manière judicieuse en ce qui concerne leur intérêt privé, puisqu'ils savent qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc il y a un article de Nick Ryan et Anand Sudarshan qui évalue les bénéfices justement en utilisant les différences de profondeur de nappe phréatique et donc combien d'eau on peut avoir avec la même quantité d'électricité. Ils évaluent les effets d'accès à plus ou moins d'eau sur la rentabilité des champs. Et du coup, ce qu'ils montrent, c'est que d'un point de vue privé, les fermiers utilisent l'eau de manière à ce que le bénéfice est plus important que les coûts, qui sont faibles, qui existent, mais qui sont faibles. Donc, d'un point de vue rationnel individuellement, les fermiers n'utilisent pas trop d'eau. Mais ils ne prennent pas en compte le fait qu'en utilisant de l'eau, ils assèchent la nappe phréatique pour tout le monde, et que donc dans le futur, dans un futur qui n'est pas si éloigné que ça, il n'y aura plus d'eau. Donc ça, ils ne le prennent pas en compte. Donc, ce n'est pas qu'ils gaspillent de l'eau par rapport à leurs décisions individuelles et rationnelles, mais c'est qu'ils surutilisent par rapport au bien collectif. Et la valeur de ce bien collectif dépend un petit peu de à quel point on est patient ou impatient, parce que forcément, c'est dans le futur. Donc s'il n'y avait pas de demain, si c'était après moi le déluge, justement, s'il y avait un déluge, ça irait peut-être, mais si c'était après moi le déluge, dans ce cas-là, il faudrait qu'ils utilisent au maximum, il n'y a pas de souci. Mais si on pense aux générations futures, plus on pense aux générations futures, plus le coût social d'un gallon supplémentaire d'eau, d'un hectolitre supplémentaire d'eau, devient important. Et donc, si on prend un niveau de patience relativement raisonnable, 5% de taux où les générations futures demain est 5% moins important qu'aujourd'hui, et comme ça correspond à peu près au taux d'intérêt, donc c'est logique de prendre 5%. Le coût social d'utilisation de l'eau est supérieur aux bénéfices privés. Donc, en fait, ils sont rationnels, mais ne prennent pas en compte le bien commun. Et donc, il faudrait changer les règles, il faudrait augmenter le prix qu'ils payent, soit par exemple en les faisant payer plus que zéro. Mais le choix de 1996 de donner l'électricité gratuite a en quelque sorte créé un droit pour les fermiers. Maintenant, ils considèrent que c'est leur droit d'avoir accès à l'électricité gratuite. Même si ce droit est contraint en pratique par le rationnement, ça a le mérite d'être pas être très transparent. Et dès qu'il y a eu un effort de faire payer aux fermiers, même en les compensant, cette transparence en fait, a fait tomber les gouvernements. Chaque gouvernement qui a essayé de faire ça est tombé dessus. C'est un petit peu comme en France, en quelque sorte, où
on va pas avoir d'impôt direct qui mettrait exactement combien ça coûte de polluer. Les règles, c'est des coûts aussi, mais de manière moins transparente, donc en quelque sorte un peu plus douce. Donc du coup, ce droit est tellement fort et les fermiers sont un bloc tellement important en politique qu'aucun gouvernement n'arrive à changer le système. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait à la place ? Ils essayent de faire d'autres trucs, mais qui ne marchent pas très bien. En particulier, donc en 2009, il y a eu une imposition d'une régulation d'une période de plantation. On n'avait pas le droit de planter entre telle et telle période. Donc c'était en principe pour ne pas utiliser l'eau au moment où elle est plus rare. Mais du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé encore plus d'eau dans les autres moments. Et du coup, ça a rendu encore plus difficile. La nappe phréatique s'est moins re-remplie, enfin, s'est trouvé être moins efficace. Et finalement, l'effet de cette loi de préservation a été d'empirer les choses par rapport à s'ils n'avaient rien fait du tout. Donc, s'ils n'avaient rien fait du tout, là, c'est en bleu, la simulation, et c'est plutôt pire que s'ils avaient fait quelque chose. Donc, on voit que dans le cas du Punjab, il y a une situation qui est critique. Politiquement, ça n'a pas été possible d'adopter la solution la plus simple, qui serait de faire payer l'électricité pour l'instant. Et les autres solutions, ce n'est pas qu'elles sont moins efficaces, c'est qu'elles ne marchent pas du tout. Et donc, du coup, on est encore dans cette situation-là. Alors, pourquoi c'est comme ça ? J'ai déjà parlé de confiance. C'est comme ça parce que dès qu'il y a quelqu'un qui a un droit, le droit d'utiliser sa vieille voiture pour aller travailler, le droit d'utiliser de l'électricité pour cultiver, qui pense être le sien, du coup, il faut le compenser pour arriver et qu'il abandonne ce droit. Bon, déjà, ça crée des effets redistributifs pas forcément désirables, mais d'autre part, comme la compensation arrivera à un moment dans le futur, si les personnes qui ont les droits en question n'ont pas une confiance absolue sur le fait qu'ils seront effectivement compensés comme on leur promet, mais ils veulent pas, ils préfèrent garder ce qu'ils ont. Voilà, ils préfèrent garder le status quo. Or, quelle est la confiance ? Malheureusement, au Punjab, c'est justement là où la confiance est très faible. Il y a 12% des gens, en 2004-2005, il y avait 12% des gens au Punjab, dans l'état du Punjab, qui faisaient très fortement confiance au gouvernement de l'État. Ça s'est un petit peu amélioré jusqu'en 2011, on est arrivé à presque 30%, mais donc ça veut dire qu'il y a entre 60 et 88% des gens qui ne font pas confiance au gouvernement de l'État. Donc du coup, dans une situation comme ça, on voit pourquoi c'est très difficile de mettre en place une politique de redistribution, et où les gens acceptent d'abandonner un droit qu'ils ont en échange d'un transfert futur. Où est-ce qu'on en est en Europe ? Un petit peu dans l'OCDE, on est un petit peu mieux en moyenne que dans le Punjab, mais enfin pas tellement mieux. En moyenne, dans l'OCDE, 4 personnes sur 10 font confiance à leur gouvernement national et 4 personnes sur 10 ne lui font pas confiance. Et en France, où on parlait justement de taxe carbone jusqu'à maintenant, j'ai entouré en France, on voit que moins de 30% des gens font confiance au gouvernement national. L'année, c'était 2021. Moins de 4 personnes sur 10 faisaient confiance à leur gouvernement national. Et presque plus de la moitié déclaraient ne pas leur faire confiance. Donc, c'est dans une circonstance où les gens ne font pas confiance au gouvernement, tout système redistributif, tout système qui crée des gagnants et des perdants a très peu de chances de voir le jour parce que les gens ne font pas confiance que la mise en place des systèmes de redistribution aura effectivement lieu. Donc, du coup, ça explique pourquoi les citoyens préfèrent des règles, parce que moi, on se dit, voilà, les règles, c'est direct. Donc, ça, c'est en France. Les gens sont en faveur de standards, de règles forçant des standards d'isolation pour les nouveaux bâtiments, des standards pour les véhicules, une taxe sur le kérosène, mais sur l'aviation, qui a un côté redistributif,
et pas du tout une taxe sur la viande rouge ou l'introduction de tarifs pour entrer dans les villes, par exemple. Donc tout ce qui est imposition, sauf l'imposition sur les billets d'avion, est extrêmement impopulaire. Tout ce qui règle les plus, parce qu'on voit, on se dit, bon voilà, on voit immédiatement l'effet. Donc ce type donc ce défaut de confiance est finalement ce qui amène à une taxe, des instruments comme la taxe carbone à ne pas être des instruments qui sont si réalistes que ça. Et il faut, je pense, le prendre en compte. Alors inversement, on se dit, bon, au lieu d'avoir une taxe carbone, on pourrait payer les gens pour protéger la ressource qu'ils ont. Internationalement, c'est un marché qui est important, les paiements pour les services environnementaux, ou PES, l'acronyme anglais. Au niveau mondial, ça correspond à 40 milliards de dollars de transactions annuelles. Donc le principe, c'est que le gouvernement ou des entités privées payent des communautés ou des propriétaires fonciers. Donc en Chine, il y a un gros programme qui s'appelle Grain to Green qui le fait. En Brésil, donc, les communautés sont compensées, enfin sont plutôt punies si elles ne respectent pas le verre. Donc dans l'album de Tumpa, ces paiements interviennent. Donc c'est la dame, il y a une dame qui intervient quand le fermier Magou se plaint en disant c'est bien joli mais comment je vais manger. Il y a une dame qui intervient et qui dit mais vous savez, en fait vous pouvez être payé pour conserver votre forêt. Donc il y a une dame, ils se mettent d'accord pour le faire, et donc il y a une agente qui vient, qui représente par exemple l'institution qui met ces paiements en place, qui met des arbres sur les jours, voilà, mais s'ils ne coupent pas ces arbres, ils seront payés. Donc il y a une littérature sur ces paiements, est-ce qu'ils marchent ou pas. Et en particulier, il y a eu une expérience qui a été faite par Sima Jayachandran, dont on avait un petit peu déjà parlé la dernière fois, qui montre que ces programmes sont efficaces quand ils sont proposés aux villageois. Ça fait effectivement réduire la déforestation sans qu'elle soit compensée par des déforestations à côté. Par exemple, ce n'est pas parce que je dis oui, c'est bon, vous pouvez avoir ces arbres-là, mais du coup, je vais couper les arbres d'à côté, donc finalement, ça revient au même. Donc, ce qui permet de réduire la déforestation. Il y a un effet réel. Mais il y a un aspect de ces paiements, de cette expérience sur laquelle on n'avait pas insisté la dernière fois, c'est que moins d'un tiers des fermiers qui ont des arbres à protéger s'inscrivent au schéma. La plupart deux tiers des gens ne s'inscrivent pas. Alors pourquoi ils ne s'inscrivent pas? Bon, il y en a qui ne savent pas exactement ce que c'est, ils ne comprennent pas trop, etc. Mais au total, 2 tiers de gens ne participent pas au projet, donc il ne peut pas avoir l'efficacité maximum si les gens ne s'y inscrivent pas. Alors comment ça se fait qu'ils ne s'y inscrivent pas? Une des raisons possibles, c'est que justement, ils n'ont pas. En fait, ça leur demande de conserver leurs arbres maintenant pour être payés après. Et s'ils n'ont pas confiance que la personne reviendra, que l'agente reviendra, qu'elle leur donnera effectivement le paiement pour les compenser de ne pas avoir coupé leurs arbres, du coup, ils peuvent se dire ça vaut pas le coup. Donc, il y a une expérience qui a été faite par Rohini Pandey, Kelsey Jack et Sima Jayachandran également, justement au Punjab, Haryana, parmi ces fermiers producteurs de riz. En plus du fait que le riz détruit la nappe phréatique, un autre dommage social qu'on n'avait même pas pris en compte quand on parlait de la nécessité d'utiliser moins d'eau pour produire moins de riz, c'est que quand le riz est fini, il faut se débarrasser des résidus. Et la manière le plus simple de le faire, c'est de brûler tout ce qui reste. Et donc en brûlant tout ce qui reste sur le champ, ça va vite, en plus ça fertilise un peu le champ, mais ça produit une fumée noire horrible qui ensuite vogue paisiblement vers Delhi, où elle reste coincée par un phénomène qu'on appelle l'inversion thermique, c'est-à-dire les airs chauds et les airs froids sont organisés de tel que l'air pollué reste coincé au-dessus de Delhi pendant tout l'hiver, produisant des taux ce n'est pas la seule raison pour laquelle Delhi est pollué, mais c'est une raison pour laquelle, à partir de octobre-novembre,
des lits est littéralement irrespirable. Donc, il ferait sens, déjà il ferait probablement sens, tout compris, de ne pas faire pousser du riz au Pendjab du tout, mais dans la mesure où on fait pousser du riz, de persuader les paysans de ne pas utiliser le brûlis. Ils peuvent faire d'autres choses à la place, par exemple enterrer, ce qui leur demande de louer une machine pour faire des trous et enterrer les résidus. Donc il y a des systèmes de paiement conditionnels qui, voilà, s'ils ne brûlent pas, s'ils n'ont pas brûlé, ils sont payés à la fin. Mais il y a potentiellement une question de confiance, c'est-à-dire s'ils font tout l'investissement pour louer la machine, faire le travail qu'il faut pour effectivement arriver à enterrer leur brûlis, et puis que la dame ne revient pas et qu'ils ne sont pas payés, bah, du coup cet argent-là, cet effort sera, de leur point de vue, gaspillé. Donc du coup, dans cette expérience, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont payés avant. Ils les ont payés à l'avance pour leur dire, voilà, on vous donne de l'argent à l'avance. S'il vous plaît, ne brûlez pas, on reviendra pour vérifier que vous l'ayez fait ou pas. Alors on voit que là, du coup, c'est au contraire la personne qui paye qui doit avoir confiance, la personne ou l'organisme qui paye, puisque une fois qu'ils ont pris l'argent, rien ne l'empêche de brûler. C'est pour ça que ce n'est pas fait comme ça traditionnellement. Parce qu'ils n'ont absolument plus aucune raison de suivre ce qu'on leur demande. Mais alors que dans le système standard, une fois qu'ils ont accepté le système, ils ont tout intérêt à ne pas brûler. Et paradoxalement, ce qu'on trouve, c'est que dans cette expérience, ils contrôlent, soit ils comparent, c'est une expérience randomisée où ils comparent à un système où les fermiers, on les paye à l'avance pour ne pas brûler, versus on les paye à la fin, comme d'habitude. Et ce qu'ils voient, c'est qu'il y a plus d'adhésion au système, il y a plus de compliance, c'est-à-dire qu'ils respectent mieux leurs engagements quand ils ont été payés au début que quand ils n'ont pas été encore payés. Donc on voit que dans ce système, le problème de confiance est inversé par rapport au schéma traditionnel où on se dit oui, si on paye les gens à l'avance, ils ne vont pas le faire. Là, les fermiers sont tellement persuadés qu'on ne va pas les payer finalement qu'ils ne le font pas si on ne les a pas déjà payés. Mais s'ils le font, si on les paye, ils le font mieux à l'avance. Donc ça, c'est la première chose. Une différence du simple au double de participation. Et du coup, une différence importante qui vient des données satellites entre brûler ou pas. C'est-à-dire, dans le système traditionnel, il n'y a pas d'effet, il n'y a quasiment pas d'effet par rapport à pas de paiement. Mais dans le système où on les paye à l'avance, il y a un doublement de pas de brûlis. On passe de 9% de pâtes qui ne brûlent pas à 18%. On n'est pas encore arrivé aux 100% qu'il nous faudrait, mais au moins ça va dans le bon sens. Donc cette question de confiance est absolument centrale. Il n'y a pas que la confiance nécessairement, il y a aussi la liquidité, c'est-à-dire il faut qu'ils puissent louer le tracteur pour venir enterrer leurs déchets. On voit qu'en général la liquidité est un problème, elle est un problème pour plus de la moitié des gens, elle n'est pas un problème pour 44% des gens dans le système standard, 48% quand c'est en avance, donc ça les aide un peu au point de vue liquidité. Mais l'effet sur la confiance qui seront effectivement payés passe de 85% à 92%. Donc dans le système traditionnel, il y a 15% des gens qui pensent qu'ils ne seront jamais payés. Et ce défaut de conscience de 15% est réduit par 2 à 8%. Qui correspond aussi à plus d'adoption du système et plus de respect du système. Dans le livre de Tumpa, elle revient, la dame. Donc là, il y avait de quoi faire confiance. Donc voilà pour les règles elles-mêmes, les systèmes eux-mêmes. Mais une fois qu'on les a, il faut encore pouvoir les faire respecter. Et c'est le deuxième point où on a besoin d'un État qui est crédible, pas seulement crédible dans les promesses qu'il fait, mais aussi crédible dans s'il y a des lois, elles seront effectivement mises en œuvre et que donc, du coup, ça vaut le coup de les respecter. Et ça, c'est un problème, on l'a vu dans le cas des impôts, c'est un problème de faire respecter les lois qui existent, c'est un problème qui est plus important dans les pays pauvres que dans les pays riches. Donc sur l'environnement, il y a beaucoup de lois qui sont effectivement, qui existent dans les livres de loi. Il y a beaucoup de lois dans le monde. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Donc il y a des instruments politiques.
Mais encore faut-il les faire respecter. Donc l'ancien Premier ministre de l'Inde, Manmohan Singh, l'exprimait très bien. Il disait je dois insister sur le fait que ce n'est pas suffisant d'avoir des objectifs, des standards. Il faut aussi les faire respecter, ce qui est souvent difficile. Et en même temps, il faut le faire sans réinstituer ce système kafkaïen ce qu'on appelait le permitrage, l'empire des permis, qui existait avant et qui empêchait à l'économie indienne de se développer. Donc il faut quand même il remarque d'une part que quand il y a des règles, elles ne sont pas forcément respectées, et d'autre part, il faut trouver un moyen de faire respecter ces règles dans un environnement de capacité de l'État qui est relativement limité. Alors, est-ce qu'il a raison de s'inquiéter, Manmohan Singh? Est-ce que les règles, effectivement, ne sont pas si bien respectées que ça? Il y a plusieurs exemples qui le suggèrent. En Inde d'abord, on va commencer par l'Inde, puisqu'on parle de Manmohan Singh. Sur la pollution de l'eau, donc on voit la carte de différentes pollutions de l'eau sur les grands cours. Donc l'eau est très polluée, que ce soit les coliformes ou l'oxygène dissous, qui sont des indices de pollution d'origine humaine ou agricole sur l'eau. Les cours d'eau, les grands cours d'eau, même les cours d'eau historiques comme le Gange, etc., sont pollués. Donc du coup, l'Inde avait lancé un plan national de conservation des rivières, commençant par le Gange et puis introduit progressivement sur les autres grands fleuves à partir de 1996. Donc comme ça a été fait fleuve par fleuve, ce que Rima Anna et Michael Greenstone ont pu faire, c'est de comparer les niveaux de pollution sur les fleuves déjà touchés par les règles en place, qui sont assez multiples et sévères, aux fleuves qui ne sont pas encore touchés d'année en année. Bon, ce qui voit d'abord, nationalement, il n'y a pas tellement de progrès, les zones ne deviennent pas tellement plus claires. On voit par exemple le BOD, la bio-oxygène demande, qui augmente puis reste à peu près stable. Et ensuite, on peut voir l'effet de la régulation. Donc, ce qu'on a sur ces graphiques, panel A, B et C sur le côté, sur la gauche pour vous, la droite pour moi, c'est à la période 0, c'est l'année où est adoptée pour une rivière particulière, pour une région particulière, la loi le plan national de conservation des rivières. Et ce qu'il regarde, c'est qu'est-ce qui se passe avant et après en termes de qualité de l'eau dans les régions qui sont déjà touchées. Et qu'est-ce qui se passe? Rien en fait. Il n'y a pas vraiment de changement. Donc il y a des plans de rivières qui sont adoptés, plein de lois, etc. dans tous les sens, et il n'y a pas d'effet réel. Donc il avait probablement raison de se préoccuper de la mise en place. Alors pourquoi il y a ces problèmes de mise en place? D'abord, il y a des problèmes de mesure. Donc, exemple que vous connaissez sûrement si vous avez une voiture, c'est la question des pots d'échappement. Donc en principe, on doit faire réviser sa voiture, surveiller, obtenir sa vignette de pollution régulièrement. Au Mexique aussi, la circulation contribue énormément à la pollution. Il y a beaucoup de voitures, comme vous pouvez voir sur cette photo. Et elles ne sont pas toutes en excellente situation. Donc en principe, tout le monde doit faire vérifier son pot d'échappement. Mais une chercheuse, Paulina Oliva, a entendu parler d'un système où on allait chez le garagiste, on pouvait faire remplacer sa voiture par la voiture de quelqu'un d'autre qui était déjà là, qui avait passé le test. Donc, du coup, on avait un sticker de vérification. Bon, la machine avait été utilisée, mais elle avait été utilisée plusieurs fois pour la même voiture. Alors, du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle regarde dans les garagistes s'il y a une corrélation forte, une autocorrélation forte entre les différents tests réalisés. En gros, si j'arrive avec ma voiture qui pollue niveau 12, et disons que 12 c'est suffisant, est-ce que toutes les voitures qui me suivent ont aussi 12? Du coup, dans ce centre, il va y avoir énormément de corrélations autour du temps. Dans un jour, tout le monde va être 12 ou tout le monde va être 13.
alors que normalement, il devrait y avoir plus de variations, 12, 13, 14, 18, 25, etc. Et ce qu'elle montre, c'est en utilisant ce test que 62 sur 80 des centres de test trichent, c'est-à-dire qu'ils ont plus d'autocorrélation qu'on devrait s'attendre si c'était juste statistique, et que 10% des tests sont falsifiés en moyenne. Donc évidemment, sans surprise, les tests qui manquent sont les tests des voitures les plus polluées. Donc les garagistes du Mexique trichent sur la pollution. Autre exemple, les bureaucrates en Chine. Alors là, c'est un papier de Michael Greenstone et une série de co-auteurs qui regardent justement à ce qui s'est passé quand il y a eu la guerre contre la pollution a été déclarée en Chine. Et une première chose qu'ils ont faite, c'est équiper toutes les industries les plus polluantes de systèmes de monitoring régulier des émissions. Et du coup, maintenant, on peut comparer les systèmes automatisés à ce qui est rapporté par les enfin, on ne compare pas directement, mais ce qu'on passe, on change ce qui, avant le système, c'est rapporté à la main par les bureaucrates, et le jour où le système est annoncé, c'est devenu un système automatique. Et ce qu'on peut voir, c'est que la pollution augmente de façon immédiate dès que le système automatique est installé. Et il y a assez peu de chances que c'est parce que la pollution a vraiment augmenté, mais elle saute, hop, de manière discrète dès que le système automatique est installé. Donc, ce qui montre bien que c'était manipulé avant pour paraître trop faible par rapport à ce que c'était. Et c'était problématique parce qu'en fait, les gens répondent à cette... donc quand c'est très pollué, ils mettent un masque ou ils ne sortent pas de chez eux, etc. Et en fait, comme ils ne le savaient pas parce qu'on ne leur disait pas que c'était pollué, ils le faisaient moins. Donc ce qu'on voit aussi, c'est que les gens se protègent mieux contre la pollution une fois qu'elle est publique. Et évidemment, le régulateur peut aussi intervenir. Alors, quelles sont les raisons maintenant du problème? Une fois qu'on aura compris les raisons du problème, on pourra se pencher sur des solutions. La première, c'est que parfois, c'est comme qu'on a vu sur les impôts, hein, c'est un problème de plomberie, les incitations sont mal faites, les règles sont mal faites, donc du coup, c'est trop facile de tricher. Alors en Chine, justement, ces mêmes bureaucrates, on leur donne des incitations, par exemple pour leur carrière, etc., à réduire la pollution, en particulier réduire la pollution des entreprises, y compris en leur demandant d'arrêter de produire ou de produire moins. Et ces incitations sont fondées sur la pollution qui est observée dans leur ville. Pour la pollution de l'air, c'est la pollution qui est autour, mais pour la pollution de l'eau, la pollution qui arrive à une station de contrôle de l'eau, c'est la pollution qui est produite par les entreprises au-dessus, en amont, par rapport à la pollution. Les entreprises qui sont en aval, la pollution, elle va chez le voisin. Elle ne va pas dans la... Donc du coup, un bureaucrate qui veut à la fois embêter le moins ces entreprises pour qu'elles continuent à produire de la croissance sur laquelle il est aussi jugé, hein, il veut à la fois du chiffre sur la pollution et du chiffre sur les résultats industriels. Il va demander aux entreprises qui sont en amont de la station de pollution de produire moins, mais pas aux entreprises qui sont en aval. Et c'est exactement ce qu'il trouve. Donc 0, là, c'est la station de pollution. À gauche, on a l'amont. À droite, on a l'aval. Et on voit que dans les industries polluantes, les industries produisent moins et polluent moins. J'ai mis la production parce qu'il n'y avait pas un beau dessin pour la pollution, mais c'est vrai aussi. Elles produisent moins et polluent moins quand elles sont en amont de la station d'épuration que immédiatement celle qui est en aval. Donc on prend la plus proche des jaunes en comparaison avec la plus proche des vertes, et on voit bien que ça n'a pas de sens. Il y a un problème d'incitation mal faite ici. Par contre, dans les entreprises qui ne sont pas polluantes, où il n'y a pas de raison de les arrêter de produire, il n'y a pas, ou qui ne polluent pas l'eau en tout cas, il n'y a pas du tout cet effet. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc là, c'est vraiment un système, on pourrait penser à des règles mieux faites.
il y a aussi, dans le domaine de l'économie politique, la question de la compétition entre les juridictions. C'est-à-dire des juridictions qui répondent à la demande de leur population ou qui répondent au bien-être de leur population vont avoir tendance à répondre au bien-être de leur population, mais pas des voisins. Donc c'est comme, disons, des conflits qu'il peut y avoir entre différents villages les uns à côté des autres, ou même différentes villes à l'intérieur d'une conurbation. Il y a, chaque maire ou chaque représentant d'une région va s'intéresser que à sa région. Donc du coup, dans le cadre de la pollution, c'est pareil aussi, si en particulier pour la pollution de l'eau, ou qui voyage comme ça d'amont en aval, on va s'intéresser beaucoup plus à la pollution qui est dans le cadre de sa juridiction que dans les autres. Donc Lipscomb et Mubarak, ce qu'ils font, c'est qu'ils étudient ce qui se passe quand au Brésil, ils ont coupé beaucoup de grandes provinces en plus petites provinces. Et en utilisant ça et en regardant les stations de mesure d'eau qui existent dans toute la région, ils ont des données de 1991 à 2005, pendant lesquelles il y a eu des tas de dédoublements de frontières. Les frontières de chaque région administrative, disons des sous-provinces, ont été réformées 4 fois entre-temps. Donc il y a eu, une parcellisation du Brésil en régions de plus en plus petites. Et ce qui montre, c'est qu'à chaque kilomètre, du coup ils utilisent ça pour dire, on va comparer une période où entre moi et la prochaine station d'épuration, il y a 0 frontière, 1 frontière, 2 frontières, 3 frontières, entre 2 stations d'épuration, et aussi la distance à cette frontière-là, sachant que si je suis juste à côté, si la station est juste à côté de la frontière, ou si elle est très loin de la frontière, je vais m'intéresser différemment à cette pollution. Si je suis juste à côté de la frontière, je sais que la plupart de la pollution, elle s'en va de toute façon, donc je ne me préoccupe pas trop de la pollution de cette station. Si je suis très loin de la frontière, dans la direction amont-aval, je vais faire très attention à la pollution là, parce que je me dis que ça touche directement mes joues. Donc ce qui montre, c'est que pour chaque kilomètre de moins entre la station et la frontière, la pollution augmente entre 1,5 à 3%. Et pour chaque frontière supplémentaire de comté, puisqu'il y a plusieurs personnes qui se disputent, il y a plus de pollution et il y a plus d'activités industrielles immédiatement à côté de la frontière, du côté, donc toutes les activités industrielles, pas toutes, enfin il y a une concentration des activités industrielles vers l'amont, vers l'aval, le plus proche possible de la frontière du voisin. Ce qui montre aussi, illustre au passage cette question de la tragédie des communs. Même constat pour la déforestation en Indonésie, qu'on voit juste là au cours du temps à quel point l'Indonésie se dépeuple, se déforeste, donc c'est juste une région. Oups. Et d'abord, il commence par montrer la même chose, c'est un papier de Robin Burgess et Ben Olken et autres, qui montre qu'à chaque nouveau district formé dans une province, puisque l'Indonésie a eu la même chose, il y a eu une déforestation plus importante, et qu'en plus, les feux de forêt ont plutôt lieu dans les années d'élection. Il y a moins de feux de forêt dans les années d'élection, où les gens font attention, que juste avant ou juste après. Donc ça répond aussi au cycle électoral. Donc il y a une question de règles pas forcément toujours bien faites, il y a une question de compétition politique, décentralisation, il y a une question de ressources. En Inde, par exemple, pour les entreprises les plus polluées, dans la catégorie rouge, en principe, elles devraient être inspectées, quand elles sont grandes, elles devraient être inspectées tous les 90 jours, donc 4 fois par an. En réalité, elles sont inspectées à peu près 2 fois par an. Les petites entreprises devaient être inspectées 1 fois par an. En réalité, elles sont inspectées plutôt 1 fois tous les 2 ans. Donc ça, il n'y a simplement pas assez de gens pour faire les inspections. Alors, ce qu'on a fait dans ce contexte de l'Inde avec Rohini Pandey, Michael Greenstone et Nick Ryan, justement, c'est de leur donner les ressources pour inspecter aux chiffres habituels et en les choisissant au hasard ce qu'ils sont censés faire en principe. Et on a constaté que ce qu'ils faisaient dans le système habituel, c'est qu'en fait, ils sont malins, c'est-à-dire ils n'ont pas assez de ressources,
mais du coup, ils inspectent plus les entreprises qui ont le plus de potentiel de pollution. Donc du coup, leur donner des ressources additionnelles, mais sans information additionnelle, ça produit plus d'inspections, mais ça, si les inspections sont envoyées au hasard, qui était le cas de nos inspections, ça ne les produit pas chez les gens qui ont le plus de chances d'avoir des violations importantes, et donc ça n'a pas permis de faire baisser la pollution. Donc ce qu'on a constaté dans cette étude, c'est qu'il y a un problème de moyens, mais il y a aussi un problème d'information, qui peut à nouveau se résoudre à un problème de moyens, c'est-à-dire un problème de moyens technologiques, c'est-à-dire le régulateur n'est simplement pas suffisamment, l'inspecteur, qu'il soit bureaucrate ou n'est pas suffisamment informé sur la pollution qu'il essaye de contrôler. Alors, ils en sont bien conscients. Ils n'ont pas assez de gens, ils ne mesurent pas assez souvent, etc. Donc ils font au mieux avec ce qu'ils ont. La Cour suprême du Gujarat les a imposés, se rendu compte de cet état de choses, leur a dit vous n'avez pas assez de ressources, donc vous allez forcer les entreprises d'avoir leur propre inspection payée par eux-mêmes en plus de votre inspection à vous. Comme ça vous donnera une mesure plus régulière. Bon, a priori, c'est une bonne idée. Toutes les entreprises doivent avoir une mesure de la pollution industrielle, de la pollution de l'air, de la pollution de l'eau. Mais c'est les entreprises qui les payent, les inspecteurs. D'où problème. Parce que, comme c'est l'entreprise qui paye les inspecteurs et qui les recrute, elles peuvent aussi dire, si vous ne nous donnez pas le rapport qu'on aimerait bien avoir, on peut toujours aller sur le marché et avoir une inspection réelle. Donc ça crée un conflit d'intérêts évident, conflit d'intérêts qui est d'ailleurs le même que pour les audits financiers des entreprises sur la place du CAC 40 ou des entreprises importantes. Ce conflit d'intérêts donc, a des conséquences importantes. En particulier, donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, en collaboration avec le gouvernement, juste après les auditeurs privés, on a envoyé des étudiants arriver juste après, mesurer dans les mêmes entreprises. Quand on voit les entreprises privées, presque toutes les entreprises pour un pollutant particulier, donc suspended SPM, les particules fines, il y a 73% des entreprises qui sont juste sous le seuil maximum autorisé. Très, très habile. Mais quand on est allé nous-mêmes, on voit qu'en fait, ce n'est pas du tout comme ça, c'est réparti partout. Il y a des entreprises qui polluent moins parce que peut-être elles produisent moins, il y a beaucoup d'entreprises qui produisent plus. Et donc, en fait, tous ces rapports étaient faux. Donc, on a ces problèmes de conflit d'intérêts, de difficultés d'information. Quelles sont les solutions ? Bon, d'abord, dans certains cas, c'est possible de résoudre le conflit d'intérêts. Dans le cas du Gujarat, on a pu le faire en changeant le système et en disant que ce n'est plus les entreprises qui payent et recrutent chaque auditeur. À la place, les auditeurs sont recrutés par un pool. Les entreprises payent, mais ils payent au pool. Et les auditeurs sont alloués au hasard aux entreprises et en plus sont vérifiés de temps en temps. Donc maintenant, il n'y a plus de lien de conflit d'intérêts entre l'entreprise et l'auditeur. Et en plus, comme il y a une vérification, les auditeurs peuvent être renvoyés s'ils ne sont pas corrects. Donc on a mis en place ce système dans une expérience aléatoire. Et là, on peut voir que la masse passe de 73% d'entreprises juste à la frontière à 39%, alors que la réalité est 15%. Donc il n'y a plus de différence vraiment systématique très très grande entre ce que disent les auditeurs dans ce nouveau système et la réalité. Donc c'est une bonne chose. Deuxième chose qui peut être faite, j'en parlais, c'est la technologie, c'est-à-dire d'améliorer la mesure. Donc par exemple, dans la guerre contre la pollution en Chine, ils ont mis en place ce système de monitoring systématique des entreprises qui améliore la qualité de l'information, mais malgré cela, il reste quand même 33% des entreprises en violation. Donc une fois qu'on a une bonne mesure, qu'est-ce qu'on peut faire ? Première chose, quand on a une bonne mesure, on peut mettre en place un système cap and trade, comme ce qui était décrit au niveau international, c'est-à-dire un quota pour une région. Chaque entreprise a des permis. Comme on mesure exactement comment ils produisent exactement,
Et comment ils produisent? Ils peuvent décider de vendre leurs permis, donc ils ont des permis qui correspondent à leur situation au jour, à l'instant T. Ensuite, ils peuvent se les vendre entre eux. Du coup, les entreprises pour qui c'est très peu cher de ne pas polluer, par exemple parce que personne n'achète ce qu'ils produisent, ils peuvent s'arrêter et à la place vendre des permis. Ou s'ils ont une machine, ils peuvent la mettre en route et vendre des permis. Et les entreprises pour qui c'est difficile parce qu'ils ne sont pas inspectés ou qu'ils sont très polluants, ils vont à la place acheter des permis. Ce qui permet en principe de faire porter la réduction de la pauvreté, de la pollution sur les entreprises pour qui c'est le moins cher. Donc il y a une entreprise, donc le système, il y a un système par mois pour les émissions de pollution. Les entreprises peuvent les acheter et les vendre, et si elles dépassent le quota qu'elles ont plus qu'elles ont acheté, elles payent une horrible amende, donc elles n'ont pas du tout envie de faire ça. Donc ça a été fait dans le cadre d'une expérience au Gujarat. Et donc il y a des entreprises qui sont traitement, des entreprises qui sont contrôle. Celles qui sont traitement, c'est celles qui sont dans le système. Et ce qu'on voit, c'est que toute la période, les entreprises traitement sont en moyenne sous le seuil des pollutions des entreprises contrôle. Alors qu'en fait, ils partaient des mêmes quotas au départ. Ce qui se passe, c'est que dès que le gouvernement se rend compte que les entreprises arrivent à respecter leurs quotas, ils peuvent faire progressivement, ils mettent la pression, c'est comme une grenouille à l'intérieur de l'eau froide. On peut faire chauffer parce qu'ils se rendent compte que les entreprises arrivent à respecter nos quotas, donc ils font baisser les quotas. Du coup, ça fait baisser, on voit les baisses de quotas à chaque fois, ça fait baisser la pollution totale, mais à un coût très, très faible, parce que c'est que les entreprises pour qui c'est facile de le faire, qui avant ne voyaient aucun intérêt de le faire, même si c'était facile, mais qui maintenant le voient un intérêt parce qu'elles peuvent se faire financer. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc ça c'est le marché, disons. Deuxième possibilité, donc on a parlé de règles, on a parlé de marché, maintenant on va parler de politique, c'est-à-dire de citoyens. Est-ce que les citoyens peuvent avoir un rôle? Et ça, c'est une expérience qui a été faite en Chine, où en fait ces données, elles existent, elles sont publiques, mais elles ne sont pas toujours évidentes. Il faut que quelqu'un aille les chercher, etc. Donc dans cette entreprise, dans cette expérience, ils ont recruté des volontaires citoyens, simplement pour aller sur le site web et ensuite envoyer des messages Facebook, enfin l'équivalent chinois de Facebook, à WeChat, je crois, soit simplement au régulateur en lui disant « J'ai remarqué que telle entreprise a un niveau d'émission qui est au-delà de son seuil ». Donc soit directement au régulateur, soit au régulateur, mais de manière publique. Et ce qu'ils trouvent, c'est un effet les deux effets, alors que le régulateur a cette information, puisque c'est le système de monitoring continuel continu des émissions qu'ils ont mis en place eux-mêmes, ils auraient pu aller le regarder, mais le fait que quelqu'un leur dise qu'ils ont vu crée, ça suffit pour leur mettre la pression, donc ça réduit la pollution des entreprises concernées, et en plus, quand l'appel est public, c'est-à-dire c'est mis sur un site de manière publique, ça réduit encore plus. Donc pour terminer, la protection de l'environnement est avant tout une affaire de confiance. Confiance que les règles sont équitables, confiance que les transferts qui sont prévus par ces règles seront faits, et confiance que les règles sont respectées. Et comme cette dernière exemple nous montrait, la confiance est l'affaire de tous et pas seulement celle de nos gouvernements. Merci.